Mardi 19 mai 2026, la librairie Ombre Blanche recevait l'auteur espagnol Víctor del Árbol autour de son roman Le temps des bêtes féroces, paru chez Actes Sud et traduit de l'espagnol par Alexandra Carrasco. Une enquête policière des Canaries au Venezuela via le Texas et la Bosnie, entre guerre fratricide et vengeance familiale. La rencontre était animée par Jean-Marc Laherrère. Bonsoir. Vous pouvez vous rapprocher quand même. Il n'y a pas. Ils peuvent se rapprocher. Si vous voulez. Donc on va commencer. Je vais poser une petite question quand même à tout hasard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas l'espagnol ? Oui ? Bon, c'était pour savoir si c'était la peine de traduire ou si tout le monde le comprenait directement. Bon. Alors, Victor comprend parfaitement le français, donc vous pourrez poser vos questions, vous, en français. Il n'y aura pas besoin de les lui traduire. Merci d'être là ce soir, malgré le beau temps et l'envie de rester en terrasse. Donc, nous sommes là pour le dernier roman en français de Víctor del Árbol, Le temps des bêtes féroces. Et ce roman, il fait la suite à un autre roman. Pour une fois, je crois que c'est prévu pour être une trilogie. C'est bien ça. Donc, le premier roman s'appelait Personne sur cette terre. Et dans Personne sur cette terre, le personnage central s'appelait Martín Leal. C'est peut-être pas un nom qui a été choisi au hasard, qui était un flic de Barcelone, le flic modèle, le flic qui avait tous les succès. Et on ne sait pas pourquoi, un jour, il tabasse à mort un impresario, un homme d'affaires, et il va se rendre à sa collègue et meilleure amie. Puis tout le roman va tourner autour de, entre autres, pourquoi il a fait ça, comment il en est arrivé là, et puis ça va prendre des racines, on va remonter à la guerre d'Espagne, en Galice, on va voir. Et cette fois-ci, dans Le temps des bêtes féroces, on va retrouver un certain nombre des personnages qu'il y avait dans Personne sur cette terre, mais on n'est plus à Barcelone, et on n'est plus en Galice, on est à Lanzarote, dans les Canaries, où une jeune femme qui est venue refaire sa vie, on ne sait pas trop pourquoi au début, est renversée par une voiture alors qu'elle rentre chez elle à vélo et elle est laissée pour morte. Et le chauffard s'enfuit. A priori, c'est une affaire complètement banale, juste un chauffard qui n'assume pas ses actes. Mais il y a un flic qui est là. Alors ce flic, il vient de la bande de Martín Leal de Barcelone, suite à ce que vous découvrirez si vous lisez, ou que vous savez déjà si vous avez lu Personne sur cette terre, il est venu un peu s'enfermer à Lanzarote. C'est le gros Soria, qui est un personnage complètement secondaire et pas forcément très sympathique dans le premier roman, qui va avoir un rôle central parce que lui, il trouve qu'il y a un truc bizarre dans cette affaire. Et puis il y a autre chose en parallèle, c'est qu'il y a un incendie dans une usine où la direction voulait licencier une bonne partie des travailleurs, un incendie qui a fait 8 victimes. Alors quel est le rapport avec tout ça ? Et surtout, pour ceux qui ont lu le premier roman, vous savez qu'il y a une espèce de narrateur omniscient dans le premier roman. On découvre que c'est une sorte de tueur à gages. Ce personnage-là va revenir là et on va en apprendre un petit peu plus sur lui. Donc voilà, alors déjà... Non, là, vous n'avez rien. Vous n'avez aucune explication de rien. Vous avez juste, normalement, le point de départ qui devrait vous donner envie de le lire. Déjà, je voulais savoir quel est le point de départ de cette trilogie. Pour toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire cette trilogie et quel est le point commun de ces 3 romans, puisque j'espère que le troisième, on va l'avoir. Bonjour. Hola. Je vais essayer de dire quelques mots en français. Alors, quand je me fatigue, je passe à l'espagnol, d'accord ? Et Jean-Marc, il va faire la traduction. Alors, les points en commun de ces 3 romans, c'est la première fois que j'ai fait une trilogie. Je vais dire que chacun, c'est des histoires différentes. Mais il y a un point en commun, c'est qu'à l'année 98, à peu près, moi j'étais au Mexique. Quand j'étais dans une autre vie, j'étais flic, j'étais policier. Donc à l'époque, j'ai fait un échange avec la police de Guadalajara, au Mexique. Et moi, j'écrivais déjà, et il y a un collègue
qui savait, qui connaissait un peu mon intérêt pour chercher toujours les racines de la violence par rapport à la société, ¿no? La violence comme une maladie. Hein? Et il m'a dit, est-ce que tu veux connaître un tueur à gages, un vrai tueur à gages? Et évidemment, oui. Et donc, j'étais à la prison. Oui, dans une prison, ouais. Et j'ai trouvé un mec, un petit homme en fait. Il n'y a rien à voir avec mon personnage, que c'est très charmant, Non, c'est un type complètement anonyme. C'était la première chose qui m'a frappé, parce qu'on attendait un monstre, non? Et j'ai trouvé un homme banal, en fait banal. Et lui, la première chose que lui m'a dit, je vais te raconter mon histoire, son histoire, pas la vérité, son histoire, mais tu n'as pas le droit à dire mon nom, mon prénom. Et moi j'ai pensé, ah d'accord, ça c'est parfait, c'est la violence sans nom, et je peux prendre ça pour créer une idée. Et c'est un peu voir comment je dirais, comment les systèmes, comment la société peut arriver à créer quelqu'un qui est capable de tuer professionnellement. Parce que c'est pas normal. C'est pas une chose anormale. J'ai trouvé pas un type malade. Vous comprenez? C'était pas un psychopathe. Alors la justification que je me posais, c'est d'où vient cette espèce de nature de la violence qui se normalise. Non? C'est-à-dire, non, je tue des gens parce que, comme il dit, ça me da bien. Hein? Ouais, ça va. Ouais. C'est la première chose qu'il m'a dit, c'est yo mato porque se me da bien. Parce que me da bien, parce que ça me rapporte. Hein? Porque me da plata. Non, porque se me da bien. Ah, ça me fait du bien. Ouais. Ouais, je tue parce que ouais, ça me fait du bien. Et alors, j'ai créé ce personnage pour montrer une chose. Je vais passer un peu l'espagnol, ¿vale? Ouais. Quería demostrar una cosa. Je voulais montrer quelque chose. Era que es imposible que exista una persona que no tenga sentimientos. C'est que c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas de sentiments. Incluso un asesino profesional tiene que tener algún tipo de grieta. Même un assassin professionnel, il a quelques failles, il a des fêlures. Entonces, en la primera novela, en Nadie en esta tierra, lo que yo creo es un arquetipo narrativo. Donc, dans le premier roman, Personne sur cette terre, je crée un archétype, un cliché. Ouais, es que me viene de una idea. Vi un día por la calle un chico con una camiseta que ponía Yo soy Pablo Escobar. ¿No? Et ça, c'est venu parce qu'une fois, j'ai vu dans la rue un gamin qui avait un t-shirt qui disait « Je suis Pablo Escobar ». Claro, es esa idealización de la violencia que hacemos a través de la televisión, ¿no? Cette idéalisation de la violence qu'on fait au travers de la télé. En la segunda, en El tiempo de las fieras, yo lo que quería era convertirse ese cliché en alguien humano. Et donc dans le second, ce que je voulais faire, c'est convertir ce cliché qui est, c'est vrai, dans le premier, c'est un personnage très extérieur, en un être humain. Y para eso tengo que contar su historia. Et pour ça, il faut que je raconte son histoire. Entonces aquí se cuenta cómo él se creó, cómo se hace un asesino profesional. Et c'est là que je raconte comment on crée un assassin professionnel. Y cuenta su historia desde que mata a su primera víctima a los 13 años. Et on raconte son histoire depuis qu'il tue sa première victime à 13 ans. Y lo entendemos. Et on le comprend. Entendemos de dónde viene esa violencia, viene de un entorno muy miserable. On comprend d'où vient cette violence, qui vient d'un environnement extrêmement pauvre, misérable. Entendemos que esa violencia viene también de querer proteger a su propia familia. On comprend que cette violence vient du fait qu'il veut protéger sa propre famille. Y entonces vemos un personaje que por fuera parece una cosa, pero por dentro es otra. Et donc on voit un personnage qui de l'extérieur paraît être une chose,
et de l'intérieur, c'est autre chose. Y en la tercera, que acaba de ser publicada en España, Et dans le troisième roman qui vient d'être publié en Espagne, lo que hago es convertirlo en uno de los nuestros. ce que je fais, c'est le convertir en un des nôtres. Lo convierto en una víctima. Je le convertis en une victime. Entonces hace todo el arco narrativo, ¿no? Desde un personaje frío, cruel, ¿cómo diría Casi yo? omnipotente, además, Sí. porque sabe todo. Sí, Donc, cínico. oui, donc dans le premier roman, c'est quelqu'un qui est cruel, qui est froid, qui est cynique. Dans le premier, c'est une espèce de voix narrative qui sait tout. Ouais. Il est omnipotent. Hasta el final, donde lo vemos convertido en uno de los nuestros. Alguien que tiene miedo, que es frágil, que sufre. Et dans le dernier, c'est quelqu'un qui est comme nous, c'est-à-dire il a peur, il souffre, il est fragile, Porque le he quitado todo el poder, ¿no? parce que je lui ai enlevé tout le pouvoir. Y en esa evolución, el tiempo de las fieras es una parte fundamental. Et dans cette évolution, le second roman, Le temps des bêtes féroces, c'est le moment fondamental. Porque en la vida de todas las personas tiene que pasar algo para que nos cambien, una especie de para que haya una catarsis tiene que pasarnos algo. Parce que à tous, il faut qu'il nous arrive quelque chose. Pour qu'il y ait une catharsis, il faut qu'il y ait un événement. Y en el tiempo de las fieras, este sicario se enamora. Et dans ce roman-là, Le temps des bêtes féroces, ce tueur va tomber amoureux. Y cuando uno encuentra el amor ya nada es lo mismo, ¿no? Et une fois qu'on rencontre l'amour, il n'y a plus rien qui est pareil. Donc ces trois romans, c'est lui le personnage central des trois romans en fait. No es el personaje central, es el hilo conductor de todas las historias. C'est pas le personnage central, c'est le fil conducteur de toutes les histoires. Et alors, en particulier celui-là, qu'est-ce qui t'a donné envie de... Alors, je sais pas comment on va faire pour parler du contexte sans révéler des points de l'intrigue. C'est toi qui c'est toi qui connais. Je révélerai rien sur cette jeune femme qui va être un peu le point de départ. Et puis, tu m'as dit qu'il y a certaines affaires dont tu parles là qui sont des faits réels. Est-ce que tu peux me dire à partir de quel matériel tu as écrit Le temps des bêtes féroces? El tiempo de las bestias feroces está inspirado en un hecho real que ocurrió en 1994. Alors ça, c'est basé sur un fait réel qui passait en 1994. En el entorno de la guerra entre Bosnia y Serbia. Autour de la guerre en Bosnie et Serbie. Durante el asedio de Sarajevo. Durant le siège de Sarajevo. Entonces yo utilizo ese hecho real para hacer algo que los escritores nos podemos permitir, que es maravilloso, que es hacer una hipérbole, ¿no? Et donc j'utilise ça, qui est un fait réel, qui est un fait connu, pour faire quelque chose que nous, les écrivains, on peut faire, qui est merveilleux. Je vais faire une hyperbole. Para explicar, para desgranar qué es el poder, la naturaleza del poder. Pour vraiment montrer, aller à l'essence de ce qu'est la nature du pouvoir. Hay una cosa que sí que me gustaría señalar, sin entrar en el sujeto. Et je voudrais dire quelque chose sans rentrer dans le sujet. Estos hechos que yo narro en la novela pasaron hace 30 años. Ces choses que je raconte dans le roman se sont déroulées il y a une trentaine d'années. Podéis buscar en la documentación porque son verídicos. Vous pouvez chercher dans la documentation, c'est vrai, c'est véridique. Pero digamos que se olvidaron, en la historia se olvidaron. Mais on a oublié. On a oublié tout ça. El año pasado, hace 2 años, yo publiqué esta novela en Italia. Il y a 2 ans, j'ai publié ce roman en Italie. Parte de los personajes de este hecho son italianos. Et il y a des personnages de ce qui se passe là-dedans qui sont italiens. Un año después de publicar la novela, la Fiscalía de Milán ha abierto diligencias por los mismos casos. Un an après la publication du roman, le procureur de Milan a ouvert un cas sur cette affaire. Y hay uno de los personajes de la novela que está siendo juzgado ahora mismo. Et il y a un des personnages qui apparaît dans le roman qui est jugé en ce moment. Evidentemente no solo he escrito yo, o sea, ha habido periodistas que han hecho ensayos, hay un documental, se han hecho muchas cosas. Bon, bien sûr, c'est pas mon roman seulement, il y a des journalistes qui ont fait du boulot, il y a eu des documentaires, il y a eu du travail de fait. Pero creo que es interesante
cómo la literatura hace justicia antes que la justicia. Mais c'est intéressant de voir comment la littérature peut rendre justice avant la justice. Es gracias a los escritores que muchas cosas no caen en el olvido. Et c'est grâce à la littérature qu'il y a beaucoup de choses qui ne restent pas dans l'oubli. Y cuando alguien a mí me dice que leer ficción no sirve para nada, yo le doy el pésame. Quand quelqu'un me dit que ça sert à rien de lire de la fiction, ben non. Je dis, Le doy regardez. el pésame, ¿no? Porque hay un tipo de literatura que a mí me importa mucho, que tiene que ver con impedir que las injusticias se olviden. Parce qu'il y a quand même un type de littérature, c'est celle qui me plaît à moi, ou au moins c'est une littérature qui me plaît, qui est là pour empêcher qu'on oublie les injustices. Esto lo digo porque si alguien tiene interés en leer el libro, más allá de la trama y de la anécdota, que tenga presente que son hechos reales. Donc, quand vous lirez le livre, ou si vous avez le livre, si vous l'avez déjà lu, au-delà de l'histoire qui est très bien racontée, en plus, n'oubliez pas que ce sont des faits réels qui sont racontés là-dedans. Porque muchas veces caemos en la banalidad de la violencia, de contar cosas. Los escritores matamos con mucha facilidad. On tombe un peu dans la facilité de la violence. Nous, les écrivains, on tue avec beaucoup de facilité quand même. Y a mí me gusta recordar siempre que en el fondo de todas mis historias hay víctimas reales. Et moi, j'aime bien me souvenir qu'au fond de tous mes romans, il y a des victimes véritables, des vraies victimes. Lo digo porque si alguien lee eso, tiene que leerlo con ese espíritu. Et je le dis parce que moi, j'aimerais que les gens qui le lisent avec cette idée en tête, avec cet esprit-là, con respeto. avec du respect. Oui, parce que alors, si vous avez lu plusieurs livres de Victor, vous saurez qu'il y a quelque chose qui est très important dans ces livres, c'est la mémoire. Se souvenir, et la mémoire non pas de la grande histoire avec des dates et autres, mais la mémoire des gens. Et une fois de plus, c'est ce que tu fais là. Tu veux rendre hommage à des gens qu'on a oubliés, c'est bien ça? Sí, la protagonista de esta novela es una chica de 19 años. La protagoniste de cette histoire, une des protagonistes, la victime, c'est une jeune femme qui a 19 ans. Si vosotros salís a la calle ahora y le cogéis a cualquier chico de Toulouse normal, de 19 años, y le preguntáis por la memoria, se van a coger de hombros. Et si vous leur parlez de mémoire à un gamin de 19 ans ici dans les rues de Toulouse, il va hausser les épaules. ¿Por qué? Porque con 19 años uno no tiene tiempo para la memoria, uno tiene que vivir, tiene que acumular experiencias. Parce qu'à 19 ans, c'est pas le moment de la mémoire encore. On vit, on accumule de l'expérience. Pero esta chica con 19 años ya tiene demasiada memoria acumulada. Mais cette jeune femme, à 19 ans, elle a déjà trop de mémoire, trop de souvenirs accumulés. Y es necesario entender ese peso para no juzgarla. Et il faut comprendre ce poids pour ne pas la juger. Porque es una delincuente juvenil. Parce que c'est une délinquante juvénile. Es una hacker, es una especie de Lisbeth Salander. C'est une hacker, c'est une sorte de Lisbeth, en mieux quand même. Sí, un poquito mejor. un poquito mejor. Je ne ferai pas de commentaires sur Millennium. Y claro, básicamente es una chica que se dedica a robarle a la gente. C'est quelqu'un, oui, entre autres, elle vole les gens. Nos quita los ahorros de la cuenta. Elle leur pique les économies dans leur compte. Y parece una chica sin moral. On dirait une jeune femme sans morale. Y la primera persona que la entiende, curiosamente para nosotros, para los lectores, es el sicario. Et le premier qui la comprend, et ça c'est la chose qui est étonnante pour le lecteur, c'est le tueur. ¿Por qué? Porque él ha vivido también una infancia muy marcada por la violencia. Parce que lui aussi a vécu une enfance très marquée par la violence. Entonces, este sicario que llega al paraíso de Lanzarote para matar a esta chica, acaba intentando salvarla. Et ce tueur qui a été envoyé dans cette île paradisiaque de San Lanzarote au départ pour la tuer, finalement, va essayer de la sauver. Lo intenta. Il va tenter. ¿Por qué? Porque
la humaniza para nosotros, para los lectores. Parce que La humaniza para nosotros. la humanidad. La humaniza, la hace Ah humana. oui, c'est lui qui l'humanise pour ¿Eh? nous les lecteurs. Entonces, claro que el pasado es importante. Oui, oui, bien sûr, le passé est important. Antes de juzgar a una persona hay que entender de dónde viene, Avant de juger quelqu'un, il faut comprendre d'où elle vient. ¿no? Porque entonces se entienden muchas cosas. Et là, on comprend beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ce que tu dis, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez lu, mais ce tueur qui est presque inexistant dans le premier roman, c'est ça que on en discutait en venant. On commence à le trouver sympathique. C'est quand même dérangeant pour un lecteur de trouver un tueur à gages sympathique. A mí no me cae simpático, a mí me da miedo. Ah, moi, je le trouve pas sympa. Il me fait peur. Creo que es un tipo que no cree en nada. C'est quelqu'un qui croit en rien. Y las personas que no creen en nada son peligrosas. Et les gens qui croient en rien, ils sont dangereux. Porque sus decisiones sobre el bien y el mal dependen de su estado de ánimo. Oui, sa définition du bien et du mal, ça dépend de dans quel état d'âme il est. Y uno no puede estar en manos de personas sin ética. Ah oui, on ne peut pas être entre les mains de gens comme ça. A mí hay mucha gente que me ha dicho, no, pero el sicario tiene su propia ética. Alors il y a des gens qui me disent, non, mais le tueur, il a sa propre éthique. Cuando uno tiene su propia ética, eso no es ética. Quand ça n'est une à soi, c'est pas de l'éthique. La ética es una cosa colectiva. L'éthique, c'est quelque chose de collectif, c'est pas quelque chose d'individuel. Entonces, yo prefiero al Gordo Soria, aunque sea mucho menos, aunque tenga mucho menos atractivo. Oui, oui, moi je préfère el Gordo Soria, le gros Soria, qui est le flic, qui certes, il est pas très glamour. Pero me parece una persona mucho más cercana a lo que yo soy y a lo que yo creo. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup plus proche de moi, de ce que je suis et ce que je crois. Ça ramène à une discussion qu'on avait eue, je ne sais pas si tu te souviens, il y a très longtemps, au moment de toutes les vagues de l'océan, et où on parlait du courage. Et le courage n'est pas toujours ce qu'on met en avant. Le courage, c'était pas forcément celui qui était parti en URSS et qui avait... Le courage, ça pouvait être celui qui vivait la vie au jour le jour. Et le Gros Soria, c'est l'exemple même. Sí, yo creo que el Gordo Soria es el ejemplo perfecto para mí de lo que es un verdadero héroe, ¿no? Oui, le Gros Soria, pour moi, c'est une sorte de Sergent Garcia en plus malin quand même, de ce qu'est le véritable héros. Y el verdadero héroe es el que lo es a su pesar. Et celui qui est un vrai héros, il est malgré lui. Es alguien que no quiere ser un héroe, pero que las circunstancias le obligan a serlo. C'est quelqu'un qui veut pas être un héros, c'est pas ça, il cherche pas à être un héros, mais c'est les circonstances qui l'amènent à être un héros. Y además creo que es un héroe muy español. En plus, je pense que c'est un héros très espagnol. Muy quijotesco, perdón, muy cervantino. Très cervantesque ou quichot. No es quijotesco, no. Y cervantesque. Esto de Cervantino tiene una explicación, ¿no? Es que además está inspirado en Sancho Panza. Alors, bon, il y a une explication. D'ailleurs, il est inspiré par Sancho Panza. Los románticos alemanes se inventaron el mito del Quijote. C'est les romantiques allemands qui ont inventé le mythe de Don Quichotte. En el siglo XIX. Au XIXe siècle. Y la gente piensa que ser español es ser quijotesco. Et les gens, ils pensent que l'espagnol, c'est Don Quichotte. Pero no es verdad. Mais c'est pas vrai. El verdadero español es Sancho Panza. Le vrai espagnol, c'est Sancho Panza. ¿Por qué? Porque el Quijote es un soñador. Pourquoi? Parce que Don Quichotte, c'est un rêveur. Y Sancho Panza es un superviviente. Et Sancho Panza, c'est un survivant. Y los españoles somos supervivientes. Et les Espagnols, nous, les Espagnols, on n'est pas des rêveurs, on est des survivants. Y Soria es así. Es un policía descreído, sarcástico. Et Soria, il est comme ça. C'est un policier qui est sarcastique, qui croit à rien. Castigado, porque ha llegado a Lanzarote castigado por hacer su trabajo en la novela anterior. Et il est à Lanzarote parce qu'il a été puni pour avoir fait son boulot dans le roman précédent. Entonces, no cree en la justicia, no cree en la ley, no cree en nada. Il croit plus en la justice, il croit plus dans la loi, il croit plus en rien. Pero como buen español,
tiene un sentido muy marcado de lo que está bien y de lo que está mal. Mais comme un bon espagnol, il a un sentiment très ancré de ce qui est bien et de ce qui est mal. Y es muy orgulloso. Il est très orgueilleux. Entonces, si le tocas las narices, reacciona. Et si tu alors tocas la nariz, si tu le provoques, il réagit. Y es lo que lo que él hace, ¿no? Él reacciona por orgullo. Et il va réagir pour ça, il va réagir par orgueil. Cuando ve que la isla se convierte en un teatro para las fieras, Quand il voit que l'île se transforme en un théâtre pour les bêtes féroces, que empieza a llegar gente allí pensando que puede hacer lo que le dé la gana, quand il commence à y avoir des gens qui arrivent en pensant qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, porque tiene el poder, parce qu'ils ont le pouvoir, él reacciona. il va réagir. Y va a decir, no, esto no es posible. Et il dit non, ça c'est pas possible, ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. parce que moi je suis là. Y entonces es un solo policía a punto de jubilarse, que no quiere problemas, pero que es orgulloso. Et donc un flic qui est sur le point de prendre la retraite, qui veut pas de problème, mais qui est orgueilleux, Y que se va a enfrentar a estas fieras muerto de miedo, qui va affronter ces bêtes féroces, il est mort de peur, pero lo va a hacer porque alguien tiene que hacerlo. mais il le fait parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Ese es el verdadero héroe para mí. C'est lui le vrai héros pour moi. Alguien que tiene miedo Quelqu'un qui a peur, y aún así actúa. mais même malgré la peur, il va agir. Y no se hace preguntas filosóficas. Oui, il se fait pas de questions, il se pose pas de questions philosophiques. No se pregunta sobre la identidad, las raíces, el bien o el mal. Il se pose pas de questions d'identité, du bien, du mal, des racines. Ve que llegan ahí una serie de personas que piensan que los demás son parte de un decorado y se revela. Il voit arriver des gens qui pensent que les autres personnes sont des pions, des éléments de décor, et il va se rebeller contre ça. Et Martín Leal, ce serait Don Quichotte. Bueno, es una imagen. C'est une image. Martín Leal, c'est le flic qui est au centre du... Julián Leal. Julián Leal, pardon. Julián. Le Julián Leal, oui. Ouais. Julián Leal est très Julián Leal es, noble. Es la imagen quijotesca. Voilà, lui, oui, c'est l'image Don Quichotte. De hecho, Julián Leal y Soria al principio de la novela, en la primera novela, no se soportan. D'ailleurs, au début du premier roman, ils se supportent pas tous les deux. Pero, como ocurre en el Quijote, el roce hace el cariño, comme dit en espagnol. Mais comme on voit dans Don Quichotte, ils finissent par s'apprécier. En el Quijote, la parte más hermosa del Quijote es cómo la amistad entre Alonso Quijano y Sancho Panza transforma a Sancho Panza. Et dans ce qu'il y a de plus beau dans Don Quichotte, c'est comment l'amitié entre Don Quichotte avec Sancho Panza va transformer Sancho Panza. Y aquí pasa un poco lo mismo. Et là, il va arriver un peu la même chose. Soria, a medida que va conociendo a Julián Leal, ese cinismo suyo se va resquebrajando y la amistad acaba calando. Et donc, c'est au fur et à mesure qu'il connaît Julián Leal, Soria, Esa amistad va calando. Cette amitié, elle va grandir, elle va se... Y Julián Leal ya no puede hacer su trabajo. Julián, bon, pour des raisons que vous découvrirez ou que vous connaissez déjà si vous avez lu le premier, ne peut plus faire son travail. Y Soria es un poco como el heredero de esos ideales de Julián. Et donc, Soria va être un peu l'héritier des idéaux de Julián. Y aunque no crea en ellos, por amistad, por lealtad, va a seguir haciendo su trabajo. Et même si au départ, c'est pas ses idéaux à lui, par amitié, par loyauté envers cet homme, il va faire son travail. Entonces, Julián Leal es un poco la sombra de la decencia sobre todos los personajes. Donc Julián, c'est un peu l'espèce d'ombre de la décence qui plane sur tous les personnages. Soria, Virginia, todos los personajes se preguntan mucho qué haría Julián. Soria, Virginia, il y a pas mal de personnages qui se demandent que ferait Julián Leal. Y es como que no le quieren traicionar, ¿no? Ils veulent pas le trahir. Et est-ce qu'on pourrait lire un petit extrait, peut-être, maintenant? Ce que je vous propose, c'est qu'ils vous lisent un extrait en espagnol et peut-être, bon, je ne sais pas si j'essaierai de le lire après en français. On peut lire le début, non?
Leemos el principio un poco. Pour vous donner envie, on va lire peut-être le début. C'est le plus simple. Alors, je lis en espagnol et toi en ouais. français. Ouais. Okay. Tu lis tout en espagnol et après je lirai en français. Vale, pero bueno, un poquito. Ouais. C'est intéressant aussi de voir après la traducción. Pour avoir la traduction. Excepto por los radios de las ruedas girando en el espacio y su respiración, no se oía nada. Asustaba un poco aquel silencio lunar, la carretera desierta que cruzaba una llanura sin relieves, la oscuridad absoluta. Era como avanzar flotando en el vacío. El faro de la bicicleta apenas alcanzaba las marcas discontinuas en el centro del asfalto. Vesna sentía una cálida brisa acariciando sus piernas bajo la falda. En la cesta que colgaba del manillar tintineaban un par de botellas de hiele Jares, el envase con el atún en adobo que Roman le había preparado antes de acabar su turno. «Estás muy flaca. ¿No te daban de comer en tu tierra?», le había preguntado el ayudante del cocinero mientras le guardaba una ración generosa desoyendo sus protestas. Pensar en su tierra resultaba cada vez más difícil para Vesna. Todavía le sorprendía lo sencillo que había sido tomar la decisión de dejarlo todo atrás. Aunque había fantaseado con ello durante mucho tiempo, de niña se encaramaba al nogal del jardín de Lejla para ver el horizonte más allá de las colinas e imaginaba que lo bueno siempre estaba ocurriendo lejos. Nunca creyó que algún día sería capaz de dar el paso. Apenas unos meses antes, si alguien le hubiera dicho que acabaría en una isla volcánica del Atlántico y trabajando como camarera de habitaciones en un hotel, se habría echado a reír. Por ejemplo. Donc c'est le prologue. Hormis les roues qui tournaient dans l'espace et sa respiration, on n'entendait aucun bruit. Ce silence lunaire, la route déserte qui traversait l'étendue sans relief, le noir absolu faisait un peu peur. C'était comme avancer en flottant dans le vide, le phare du vélo éclairant à peine la ligne discontinue au milieu de l'asphalte. Vesna sentait la brise tiède lui caresser les jambes sous la jupe. Dans le panier suspendu au guidon, teintaient 2 bouteilles de hiela Jares et le bocal de thon mariné que Roman lui avait préparé avant de terminer son service. « T'es trop maigre. On ne te nourrissait pas dans ton pays ?» lui avait demandé l'aide cuisinier, tandis qu'il lui mettait de côté une portion généreuse, sans écouter ses protestations. Vesna avait de plus en plus de mal à penser à son pays. Elle s'étonnait encore de la facilité avec laquelle elle avait tout laissé derrière elle. Même si elle fantasmait sur ce départ depuis longtemps, enfant, elle grimpait sur le noyer du jardin de chez Lejla pour apercevoir l'horizon au-delà des collines et s'imaginer que les bonnes choses se passaient toujours loin. Elle n'aurait jamais imaginé être capable d'accomplir un jour le saut. Si on lui avait dit, à peine quelques mois plus tôt, qu'elle finirait sur une île volcanique en plein océan Atlantique, à travailler comme femme de chambre dans un hôtel, elle aurait éclaté de rire. No sé si conocéis Lanzarote. Je ne sais pas si vous connaissez Lanzarote. Es uno de los paisajes más extraordinarios que se pueden ver. C'est un des paysages les plus extraordinaires qu'on puisse voir. Es como estar en la luna. C'est comme être sur la Lune. Es una isla volcánica sin vegetación. C'est une île volcanique sans végétation. Y donde lo que más prima es el silencio. Où ce qui prime, ce qui marque le plus, c'est le silence. Y el viento. Et le vent. Para mí es un paraíso, es un lugar que visito muy a menudo. Pour moi, c'est un paradis, c'est un endroit où je vais très souvent. De hecho, allí se retiró José Saramago. C'est là que s'est retiré José Saramago. Y me parecía fantástico llevar el infierno a este paraíso. Et moi, je trouvais génial d'amener l'enfer dans ce paradis. Porque quería demostrar que no existe ningún lugar en el mundo Parce que je voulais montrer qu'il n'y avait aucun endroit dans le monde ajeno a la violencia. qui ne puisse pas être touché par la violence. Et alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est comment tu choisis dans chacun de tes romans quel va être le personnage sur lequel tu vas mettre le projecteur. Puisque c'était Julián Leal et Virginia un peu dans le premier, Soria dans le second, un peu plus le tueur. Tu avais choisi ça au départ de ta trilogie déjà ?
Sí, porque a mí no me gustan los personajes secundarios. Moi, j'aime pas les personnages secondaires. Creo que todos los personajes secundarios en algún momento quieren su protagonismo, ¿no? Parce que tout le monde a droit d'être protagoniste. Y lo que es muy interesante, elijo los personajes en función de lo que quiero contar, de lo que quiero reflejar. Donc je choisis les personnages en fonction de ce que je veux raconter, de la réalité que je veux refléter. En el tiempo de las fieras quizá el personaje con más fuerza es Soria, precisamente porque yo quería reflejar que nadie es invisible, que nadie es inútil, que nadie puede decir no hago nada porque yo no puedo cambiar nada. Alors si dans ce roman c'est Soria qui est le personnage principal, c'est parce que je voulais que je n'aime pas l'idée qu'il y a des gens qui sont invisibles. Je voulais qu'il n'y ait personne d'invisible. Je voulais qu'il y ait personne qui puisse dire moi je peux rien y faire donc je n'existe pas. Es como lo diría yo, Comment dire? como una piedrecita en el pie de un gigante. C'est comme un petit caillou dans la chaussure d'un géant. El gigante no presta atención a las cosas insignificantes. Le géant, il fait pas attention à toutes ces choses insignifiantes. Y son las cosas insignificantes las que se acaban volviendo importantes. Et finalement, c'est ces choses qui paraissent insignifiantes et qui finissent par devenir importantes. Porque esa piedrecita acaba haciendo una herida en el pie del gigante que le obliga a parar. Parce que c'est ce petit caillou qui va faire une blessure dans le pied du géant et qui va l'obliger à s'arrêter. Y se va a infectar. Elle va s'infecter. Y se va a gangrenar. Ça va se gangréner. Y va a poner de rodillas al gigante. Et il va tomber à genoux. Elle va le mettre à genoux, cette petite... Y el gigante se pregunta, ¿pero cómo es posible? Et le géant, il se dit, mais comment c'est possible? Pues porque existen personas como Soria. Mais c'est parce qu'il y a des gens comme Soria. Entonces yo quería que ese personaje insignificante se convirtiese un poco en la línea de defensa contra las fieras. Et je voulais que ce personnage insignifiant, il devienne un peu la ligne de défense contre les bêtes féroces. No, es porque creo que esta novela hoy en día es más actual que nunca. Et ce roman, aujourd'hui, il est plus actuel que jamais. Y creo que no necesitamos héroes épicos. Et je crois qu'on n'a pas besoin de héros éthiques. Y ni siquiera necesitamos esconder que somos cobardes. Et il n'y a même pas besoin de masquer le fait qu'on a peur, qu'on est des couards, qu'on est peureux. Tenemos derecho a tener miedo. On a le droit d'avoir peur. Pero también creo que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Mais je crois qu'il faut aussi assumer nos responsabilités. Que tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra propia libertad. Il faut assumer la responsabilité de notre propre liberté. Porque si esperamos héroes, no van a llegar. Parce que si on attend les héros, ils vont pas arriver. Ils vont pas venir. Los héroes tenemos que ser nosotros en lo cotidiano. Les héros, ça doit être nous au quotidien. Y Soria representa eso. Et ça, c'est Soria. Et quand on disait que le tueur devient... Alors, j'ai exagéré en disant qu'il devient sympathique. Mais ce qui se passe aussi, c'est que face à lui, il y en a qui sont tellement pires que lui. Et pourtant qui sont dans tous les journaux, sur tous les écrans de télé, que finalement, ça l'humanise. Sí. En Barcelona tenemos un dicho. À Barcelone, on a un dicton. Sabéis que en las ciudades hay fronteras invisibles. Dans les villes, il y a des frontières invisibles. En Barcelona hay una que es la diagonal. Il y en a une à Barcelone, c'est la diagonale. De la diagonal para arriba viven, digamos, los ricos, los barrios. Donc au-dessus de la diagonale, c'est les riches, les quartiers chics. Y nosotros decimos que de la diagonal para arriba no hay delincuentes. Donc on dit que au-dessus de la diagonale, il n'y a pas de délinquants. Hay empresarios y hombres de negocios. Il y a des hommes d'affaires, des hommes des hommes d'affaires. Los delincuentes siempre están de la diagonal para abajo. Les délinquants, ils commencent de la diagonale vers le bas. Evidentemente es irónico eso. Et bien sûr, c'est ironique. Porque la verdadera delincuencia, la que importa de verdad, la que hace daño de verdad, es la que está de la diagonal para arriba. Parce que la vraie délinquance, celle qui fait vraiment mal, celle qui importe vraiment, elle est depuis la diagonale vers le haut. Il y a un auteur anglais qui avait écrit que les vieilles fortunes sont les fortunes qui sont tellement anciennes qu'on a oublié les crimes qui étaient à leur origine. Bueno,
Sí, sí. Ayer estaba yo en Burdeos Oui, hier j'étais à Bordeaux. y estábamos ahí hablando. Digo, es curioso, ¿no? La violencia y la crueldad, lo que ha construido. Et c'est marrant de voir comment la violence et la cruauté ont construit des choses aussi belles. Parce que c'est une belle ville. Parce que c'est une Bordeaux. belle ville, Bordeaux. Oui. Pero cuando uno piensa de dónde vienen esas fortunas, pues, Quand on réfléchit d'où viennent ces fortunes, pero lo olvidamos. mais on oublie. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'assistance. Parce qu'on peut vous donner la parole aussi. Alors il faut se lancer en général. Sí. O no os ha interesado para nada, o lo tenéis todo muy claro. Donc soit ça ne vous intéresse pas, soit vous avez tout compris. Ah. No, 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 no. Para nada. De hecho, yo no soy amigo del sicario. No es un personaje que a mí me guste. Non, en fait, j'aime pas le tueur. Hein. C'est pas un personnage que j'aime. Lo puedo llegar a comprender. Je peux arriver à le comprendre. A veces me recuerda un poco a Meursault. C'est quelquefois Meursault. Ese personaje que se despoja de las emociones y que se vuelve absolutamente vegetal. Quelqu'un qui se détache de toutes les émotions, qui devient presque végétal. Pero por eso mismo quería demostrar que eso no es posible, no puede ser. Mais aussi, je vais montrer qu'en fait, on ne peut pas. Entonces, yo me he pasado 1000 y pico páginas intentando demostrar que nos estaba engañando. Et sur les 3 romans, j'ai fait le travail sur plus de 1000 pages de montrer qu'en fait, il nous trompait. Y me ha costado, Et ça m'a coûté. Pero lo he demostrado. Mais je l'ai montré. Ce qui le rend pas sympathique, mais c'est encore une fois, c'est comparé à un autre. Presque. Claro, je dirais, je sais pas comment dire, c'est pas respectable non plus, mais compréhensible. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est cruel, c'est pas un psychopathe. No, pero su visión tan fría de la realidad es arrogante. Oui, il a une vision très arrogante de la réalité parce qu'elle est très froide. Si llevamos la lógica hasta el extremo, nos volvemos lógicos en el sentido camusiano. O sea, nos tendríamos que tirar todos por un barranco y suicidarnos. Bon, oui, si on va jusqu'au bout de la logique, on va finir par tous se jeter dans un ravin pour se suicider. Porque en realidad, claro, si solo aplicamos la lógica sin tener en cuenta los sentimientos, tiene razón. Si on fait que de la logique sans prendre en compte les sentiments et tout, oui, il a raison d'une certaine façon. La violencia existe desde el principio de los tiempos. La violence existe depuis le début des temps. Los seres humanos somos crueles. Les êtres humains sont cruels. El sistema es injusto. Le système est injuste. Pero como decía Camus, mais comme disait Camus, a pesar de todo, vivimos. Mais malgré tout, on vit. Y a pesar de todo, nos rebelamos. Et malgré tout, on se rebelle. ¿Por qué? Et pourquoi? ¿No? Porque somos humanos. Parce qu'on est humain. Porque tenemos las emociones y tenemos los sentimientos. Parce qu'on a des émotions et des sentiments. Encontramos un propósito en el absurdo, ¿no? On trouve un but dans toute cette chose absurde. Entonces esa lógica del sicario a mí yo no me la creo. J'y crois pas à cette logique du tueur. Lo que pasa es que es muy elegante. Mais c'est très élégant. Es muy lógico, muy francés. C'est très logique, c'est très français. Pero, y luego es muy interesante lo que dices tú también, claro, la comparación lo acaba haciendo bueno. Et c'est la comparaison avec un homme d'affaires à un moment qui finit par le faire paraître presque, enfin bon. Sí, moins pire. Aceptable. Acceptable par rapport à l'autre. Claro, es como si de repente Lanzarote se convirtiera en una convención de sicarios. C'est comme si Lanzarote se devenait une espèce de convention de tueurs. Porque hay varios grupos que quieren eliminar a esta chica por diferentes razones. Parce qu'il y a plusieurs groupes qui veulent éliminer cette fille pour plusieurs raisons, différentes raisons chacun. Y entonces, claro, hay un sicario que se llama Constantin, que viene del este. Donc il y en a un qui s'appelle Constantine, qui vient de l'Est, des pays de l'Est. Que es, digamos, aquí es el gran rival de nuestro sicario. C'est le rival du sicario de Victor. Y es como muy curioso ver cómo los dos hacen el mismo trabajo.
pero de maneras muy diferentes. Et c'est curieux de voir comment les deux font le même travail, mais pas du tout de la même façon. Claro, uno es la bestia feroz, Il y en a un, c'est la bête féroce, vraiment. es el hombre que viene de la violencia absoluta C'est l'homme qui vit de la violence absolue, y que carece de todo tipo de empatía. qui a aucun type d'empathie. Entonces, claro, este sicario nuestro que es latinoamericano nos parece más humano. Et donc notre tueur latino-américain, il paraît presque plus humain. ¿Por qué? Porque para él la violencia es un medio. Parce que pour lui, la violence, c'est juste un moyen. Si puede evitarla, la evita S'il peut l'éviter, il l'évite. y la gradúa. Et il met des graduations. Pero digamos que es más civilizado. Il est plus civilisé, on va dire. Pero a mí es que es esa civilización del uso de la violencia lo que me asusta. Mais moi, c'est justement cette façon de civiliser la violence qui me fait peur. Yo puedo comprender la violencia absoluta, Je peux comprendre la violence absolue, animal. animale. Lo que no puedo comprender es el refinamiento de la violencia, la sofisticación. Moi, ce qui me fait peur, c'est ce que je comprends pas, c'est la sophistication, le raffinement de la violence. Me hace pensar en los nazis, Ça me fait penser aux nazis, en los campos de concentración. dans les camps de concentration. ¿A dónde nos lleva la lógica? Où amène la logique? Mais plus que l'autre sicario, pour moi, celui qui l'a rendu presque acceptable, c'est l'homme d'affaires qu'il a en face de lui à un moment. Además, estos son los monstruos. Celui-là, c'est le monstre. Pero Parce que eux, c'est les monstres. de estos no quiero hablar porque si no desvelamos la novela. Mais on ne peut pas en parler plus que ça. Estos son el poder. Ça, c'est le pouvoir. Estos no son... hay gente que trabaja para el poder y hay gente que es el poder. Il y a des gens qui travaillent pour le pouvoir et il y a des gens qui sont le pouvoir. Y estos son el poder. Et eux, c'est eux le pouvoir. El poder, además, en un sentido perverso. Le pouvoir dans un sens pervers. Porque claro, el poder no tiene naturaleza en sí mismo. El poder es una idea. Le pouvoir, en fait, ça n'a pas de nature. En fait, c'est une idée, le pouvoir. Son los seres humanos los que utilizamos de Et una après, manera u otra el c'est poder. les êtres humains qui utilisent ce poder d'une façon ou d'une autre. Pero esta gente representa un poco esa élite que existe, Et ces gens-là, ils représentent une élite qui existe, que es el verdadero poder que nosotros no vemos, qui est le véritable pouvoir que nous, on ne voit pas. pero que existe, os prometo que existe, porque llevo años investigando. Et je vous promets que ce pouvoir existe parce que moi, ça fait des années que je fais des recherches. Y son gente capaces de hacer caer países, Des gens qui sont capables de faire tomber des pays, de provocar una crisis mundial, de provoquer une crise mondiale, de provocar una guerra, de provoquer des guerres, de provocar golpes de Estado. de provoquer des coups d'État. En la tercera novela hablo de un grupo que se llama Gladio, Dans le troisième roman, je parle d'un groupe qui s'appelle Gladio, que se dedicó a promover todos los golpes de Estado y todas las dictaduras de Latinoamérica en los años 80. qui a promu tous les coups d'État et toutes les dictatures militaires en Amérique latine dans les années 80. Nadie ha oído hablar de esa gente. Personne n'a jamais entendu parler d'eux. Los estudiosos sí. Ceux qui ont étudié, oui. Y son banqueros, C'est des banquiers, empresarios de las industrias petroleras, des gens de l'industrie pétrolière, etcétera, etcétera, ¿no? etc. etc. Pues esta gente son el poder perverso C'est ça le pouvoir pervers. y me sirven para explicar una cosa, que hay un malentendido con esto del poder. Et je voulais dire quelque chose. Il y a un malentendu avec cette histoire du pouvoir. Hay quien nosotros que no tenemos poder, ninguno, Bon, nous, on n'en a aucun. pensamos que el poder es tener mucho dinero, On pense que le pouvoir, c'est avoir beaucoup d'argent. que es tener mucha influencia. C'est avoir beaucoup d'influence. Y no, eso no es para nada el poder. Mais c'est pas ça le pouvoir. Hay gente que es muy rica y no tiene poder. Il y a des gens qui sont très très riches qui n'ont aucun pouvoir. No. El poder, la verdadera naturaleza del poder es la impunidad. La véritable nature du pouvoir, c'est l'impunité. La gente que yo reflejo en esta novela está por encima del bien y del mal. Les gens que je décris dans ce roman, une partie des gens sont au-delà du bien et du mal. Y es gente que no siente ninguna responsabilidad con respecto a sus actos. Et c'est des gens qui ne se sentent aucune responsabilité par rapport aux actes, à leurs actes. Es decir, sus actos no tienen para ellos ninguna responsabilidad. Ils n'ont aucune responsabilité. Pour eux, ils font ce qu'ils veulent. En fait, ils n'ont pas de responsabilité sur les conséquences de leurs actes.
Y esa es la verdadera naturaleza del poder, ser un Dios. Et en fait, c'est ça la véritable nature du pouvoir, c'est être un Dieu. Y un Dios no tiene por qué ser amable, ¿eh? Un Dieu, il n'a pas besoin d'être aimable. Simplemente los demás son parte de un decorado. Tous les autres font partie du décor. Y estos tres personajes que aparecen en la novela, que son personajes reales, aunque yo les he cambiado Et donc, il y a un los certain nombre de nombres, personnages qui apparaissent là, qui sont inspirés de personnages réels, dont j'ai changé les noms, bien sûr. durante 30 años hicieron lo que les dio absolutamente la gana. Pendant 30 ans, ils ont fait absolument ce qu'ils avaient envie de faire. Y lo curioso es que los dioses se aburren a veces. Et ce qui est curieux, c'est que les dieux s'ennuient parfois. Y cuando se aburren, hay un dicho en español que dice, cuando el diablo se aburre, mata moscas con la cola. Cuando el diario, Il y a un dicton qui dit en espagnol, quand le diable s'ennuie, mata moscas con la cola. il tue des mouches avec la queue. Es decir, el nivel de perversión puede llegar a ser tal que parece inhumano. Le niveau de perversion, il arrive à un tel niveau que ça paraît inhumain. Y estas son las bestias Et feroces. c'est ça, les bêtes féroces. Por eso os decía que cuando leáis la novela, si la leéis, tened en cuenta que estáis leyendo una novela, pero que estáis leyendo algo que es real. Oui, donc quand vous lisez, gardez à l'esprit que le fond est réel. Transcurre en varios países. Sí, Oui, oui. sí. Porque el poder, la idea de las fronteras es una idea del siglo XIX que ya no funciona. L'idée des frontières, c'est une idée du 19e siècle qui marche plus. Ya no existe. Los países solo existen nominalmente. Les pays existent que de façon... ils ont des noms. Lo que hoy en día prima son las multinacionales. Ce qui prime maintenant, c'est les multinationales. Y las multinacionales no tienen país. Les multinationales, elles n'ont pas de pays. ¿Por qué? Pues porque, bueno, basculan y se mueven en función de sus intereses fiscales, etcétera, etcétera. Parce qu'en fait, elles bougent, elles se déplacent en fonction de leurs intérêts fiscaux, de leurs intérêts. Y el dinero hoy en día circula sin patria. Et l'argent, il circule sans patrie. Entonces podemos encontrar este tipo de personas en Venezuela, como pasa. Et donc, on peut trouver ces gens au Venezuela, Los podemos encontrar en Italia, en Italie, en Estados Unidos. aux États-Unis. Porque, oye, el mundo para el dinero no es nada, no existen los continentes, no existen los países. Parce que pour l'argent, les continents, les pays n'existent pas. Hay una anécdota muy curiosa, Il y a une anecdote assez que curieuse. os la voy a contar y ya acabamos, que es casi la hora. Sabéis todo lo que pasó en Cataluña entre el 17 y el 19, ¿no? Vous savez ce qui s'est passé en Catalogne cuando, en el 2017, 2017, oui, 2017-2019. todo el tema del independentismo, etcétera, etcétera. Les indépendantistes, etc. Hay una anécdota que ejemplifica muy bien esto. Il y a une anecdote qui me montre bien tout ça. En 2017, el presidente de la Generalitat declara la independencia de Cataluña. Donc en 2017, le président de la Généralité déclare l'indépendance de la Catalogne, Evidentemente sabiendo que era ilegal. en sachant bien entendu que c'était illégal. Y fuera, en el Parlamento, había muchos independentistas que se pusieron a gritar felices. Et donc dehors, il y avait plein d'indépendantistes qui se sont mis à fêter, à chanter, à crier. A la mañana siguiente, Le lendemain matin, la Caixa y el Banco Sabadell, que son los bancos más catalanes que hay, la Caixa et le Banco Sabadell, qui sont les banques les plus catalanes qui puissent exister, se marcharon a Madrid. elles sont parties à Madrid. O sea, eran los más independentistas, pero cuando se declara la independencia, que es ilegal, ellos cogen y se van a Madrid. Donc voilà, ils sont hyper indépendantistes, mais quand l'indépendance se déclare, ils savent que c'est illégal, ils prennent l'argent à Madrid. El dinero no tiene patria. L'argent n'a pas de patrie. C'est une bonne conclusion, je crois. C'est une bonne conclusion. Oui, j'aurais juste voulu vous demander, parce que est-ce qu'on n'est pas aussi des fois dans une logique un peu du ressentiment, pour reprendre un peu Nietzsche, c'est-à-dire si on considère qu'il y a des bêtes féroces et que nous on n'en fait pas partie, bon, on est un petit peu dans
d'une morale du faible, celui qui peut-être, s'il avait les moyens de devenir une bête féroce avec un pouvoir illimité, qui d'entre nous, par exemple ici, y échapperait? Et qu'est-ce qu'on peut proposer justement face à cette nature humaine? Moi, ça me fait penser à Balzac et la comédie humaine, parce qu'on est l'argent donne le pouvoir, donne des places, c'est des luttes à mort pour obtenir, pour conquérir des espaces en fait. Donc, à côté de ces logiques-là, il y a peut-être d'autres propositions. Et ces bêtes féroces, peut-être même, vont renoncer un jour. Peut-être qu'elles pourront échapper aussi elles-mêmes à cette aliénation. Bueno, la primera cosa que quiero decir es que no podemos escapar de las bestias feroces. Déjà, on ne peut pas leur échapper, hein, aux bêtes féroces. Entonces, está bien que empecemos con esa premisa. Déjà, il faut commencer par là. ¿Por qué? Porque es la única manera de dejar de correr y plantar cara. Déjà parce que c'est la seule façon qu'on peut avoir d'arrêter de s'échapper et de faire face. Yo creo que solo hay una cosa que podemos hacer. Il y a peut-être une chose qu'on peut faire. Ser decentes. Être décent. Parece muy obvio. Ça paraît évident. Parece imposible. Ça paraît impossible. Pero es la única manera que tenemos de parar a las fieras, la decencia. Mais c'est la seule chose qui peut arrêter les bêtes féroces, c'est la décence. Aprender a decir no. Apprendre à dire non. Evidentemente, esto suena muy bien, Oui, ça sonne très bien tout ça. pero el decir no, la rebelión, tiene consecuencias Mais attention, dire non, la rébellion, ça a des conséquences. y tenemos que asumirlas. Et il faut assumer. Yo asumo mi responsabilidad como escritor escribiendo estas historias. Moi, j'assume mes responsabilités en tant qu'écrivain en écrivant ces histoires-là. Yo podría escribir otro tipo de historias y aquí habría 500 personas, Je pourrais écrire un autre type d'histoire et il y aurait ici 500 personnes. pero asumo mi responsabilidad. Mais ça, c'est ma responsabilité. Yo, como escritor, tengo la obligación, yo personalmente siento que tengo que hacer este tipo de novela. Moi, je me sens, pour moi, hein, la responsabilité en tant qu'écrivain d'écrire ce type de roman. Entonces yo creo que la única manera de dejar a nuestros hijos un poco de esperanza es la decencia. Et je pense que la seule façon qu'on a de laisser à nos enfants un peu d'espoir, c'est la décence. Aprender a decir que no. Apprendre à dire non. Los políticos cometen un error fundamental Les politiques, ils font une erreur fondamentale, y es creer que el poder es patrimonial. ils croient que le pouvoir est patrimonial. Nosotros, como ciudadanos, Nous, comme citoyens, tenemos que recordarles que no es así. on doit leur dire que c'est pas comme ça. Están de prestado, Il est prêté. On leur prête le pouvoir. y lo olvidan. Et ils oublient. Y lo olvidan porque nosotros les permitimos Et olvidarlo. ils oublient parce que nous, on leur permet de l'oublier. Esto no tiene nada que ver ni con la violencia, ni con... Sí, tiene que ver con la responsabilidad. Ça n'a rien à voir avec la violence ni rien, c'est la responsabilité. A mí me gustaría que volviéramos a ser ciudadanos, J'aimerais qu'on redevienne des citoyens que dejemos de ser consumidores et qu'on arrête d'être des consommateurs y de pagadores de impuestos. et des gens qui payent les impôts. Et basta. Es lo único que puedo decirle. C'est la seule chose que je peux dire. Bon, eh ben merci à tous. Merci Victor. Bueno, pues gracias. Merci. Muy bien. Le roman de Victor Delarbol est publié aux éditions Actes Sud, comme l'ensemble de son œuvre, telles que La tristesse du samouraï en 2012, La veille de presque tout en 2017 ou encore Le fils du père en 2023. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 19 mai 2026 à la librairie Ombre Blanche et réalisée par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.